dans les petites choses un peu pratiques, pour ceux qui ont le réseau, je crois qu'il y a un hashtag, je crois que c'est comment ou Academy Comment, si quelqu'un peut confirmer. Ah bah voilà, bah très bien. Peut-être simplement en liaison par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc, pour moi, s'il y a un domaine sur lequel cette passerelle entre le monde de la recherche et le monde des praticiens était important, c'était vraiment celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur la communication de crise. Simplement parce que lorsqu'il y a un phénomène de crise, les entreprises sont vraiment projetées dans l'actualité médiatique et tout le monde, et Jean-Christophe Pied-Noël le disait aussi, tout le monde a son mot à dire et ça se déchaîne. Et on a toujours des avis définitifs. Il aurait fallu faire de cette manière, il aurait fallu, etc. Et on voit, et c'est tout à fait normal dans le monde du consulting, il aurait fallu davantage jouer la transparence, davantage assumer, davantage être dans la logique, etc. Et quand on regarde le résultat des travails dans le domaine académique, on s'aperçoit que c'est quand même un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, et particulièrement en France, on est dans un domaine d'études extrêmement embryonnaire. On a quelques certitudes, mais on est dans un univers qui reste encore très nébuleux, sur lequel vraiment en fonction des cas, du contexte, des interlocuteurs, des rapports de force à l'époque, on doit avoir vraiment une approche extrêmement chirurgicale, millimétrée. C'est très difficile d'introduire comme ça des grands principes qui s'appliqueraient à chaque fois, quel que soit le type de crise. Mais par contre, il y a un principe de base sur lequel, par contre, tout le monde est d'accord au niveau des praticiens et des chercheurs. C'est celui de l'anticipation, c'est-à-dire la crise se gagne avant son émergence. Et que tout se joue avant que la crise n'apparaisse. Et si je peux me permettre cette transition, c'est justement parce qu'on a un programme aussi très dense, extrêmement chargé cet après-midi, et que je voudrais vraiment qu'on privilégie le débat. Je vais anticiper d'éventuels débordements et je vais immédiatement passer la parole aux premiers intervenants. Donc Cécile Espouni et Thomas Barbelé sur les problématiques des lanceurs d'alerte. Je vous souhaite un excellent après-midi. Moi, je m'assois. Oui, donc bonjour à tous. Merci Thierry de m'avoir et de nous avoir invités. Donc moi, je suis Céline Pasquale-Espuny. J'ai une première vie en entreprise où j'étais à la communication. Et j'ai une deuxième vie aujourd'hui en tant que chercheur et enseignant-chercheur. Donc je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université. Je travaille en sciences de l'information et de la communication et je travaille principalement sur tout ce qui est la communication environnementale, la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est comme ça qu'en fait, il m'est arrivé de croiser de très nombreuses crises, les phtalates, le bisphénol, etc. Et petit à petit, donc, je suis venue à la communication de crise naturellement. Donc aujourd'hui, ça fait partie véritablement de mes grands projets de recherche. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente les résultats en fait d'une première recherche exploratoire qui depuis a un petit peu avancé et qui a fait l'objet donc d'une présentation dans un colloque et que vous allez retrouver dans Communication Organisation qui sort le prochain numéro 45. Présenter juste donc Thomas Barbelé, je suis directeur du marketing et de la communication de Vinci Concessions, qui est la branche du groupe Vinci en charge des activités concessives, c'est-à-dire les autoroutes, les parkings, les aéroports, les voies ferrées, enfin les infrastructures ferroviaires, entre autres, et les stades. Et en fait, mon expérience, elle est liée principalement à la gestion des grands projets et leur acceptabilité par les territoires, par les différentes parties prenantes. Et donc j'éclairerai par une vision peut-être opérationnelle les propos portés par Céline. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu cette communication qui est donc une communication assez théorique. La conclusion sera que je manque de terrain, donc avis aux amateurs. Donc en tout cas, l'objet de cette communication était de faire un état des lieux sur tout ce qui se passait en termes d'alerte, c'est-à-dire voir ce qui était écrit au niveau de la recherche en termes, donc d'abord celui qui émet l'alerte,
puis le passage de l'alerte dans la sphère publique en termes de controverse. Et moi, mon idée, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est de prendre l'alerte comme un phénomène communicationnel que l'on suit de son émission jusqu'à sa réception et ses différentes transformations. Donc voilà. Donc le contexte dans lequel s'inscrit un petit peu cette recherche est assez... Enfin, on le connaît tous, hein, c'est-à-dire des controverses. Alors moi, celle qui m'intéressait dans un premier temps, c'était celle concernant la santé environnementale, la santé publique, qui très vite arrive sous les feux médiatiques. Donc, et qui finalement montre un nouveau visage de la société civile qui va intervenir et qui va se saisir de ces thématiques à différents moments. Donc, on a de nouveaux lanceurs d'alerte, puisque je me suis focalisée là-dessus dans un premier temps, avec plusieurs observations. La première observation, c'était que finalement, quand on regarde qui lance l'alerte, on a un profil qui est assez polymorphe et populaire. On a des citoyens, des experts, des professionnels, des amateurs, des procès aussi qui se multiplient, ce que les deux principaux chercheurs en France sur les lanceurs d'alerte ont appelé les sombres précurseurs. Deuxième observation, c'est qu'aujourd'hui, ces gens sont de fins communicants, c'est-à-dire qu'ils utilisent toute la palette informationnelle et informative à leur portée. Et tout ceci dans un contexte où finalement on remarque que les médias sont de plus en plus sensibles, sont de plus en plus à l'écoute de ce genre de choses, même si on le verra par la suite, il y a quand même un certain nombre de barrières et véritablement de relais qui ne se font pas. Donc un accès aux mass médias important avec ce qu'on appelle des silences médiatiques plus courts. Donc dans ce contexte, on remarque que le schéma organisationnel et communicationnel est de plus en plus complexe. Et donc je m'inscris dans une ligne de fond, une ligne théorique un petit peu, qui mobilise en fait les concepts d'expertise, de controverse, de rumeurs, d'événements et d'espace public. Ça, c'est la justification scientifique. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu l'alerte, on va la voir en 3 temps. Dans un premier temps, donc, je regarde un petit peu comment est-ce qu'elle se formalise, comment elle se cristallise, qui l'émet. Puis ensuite, je regarde un petit peu comment est-ce qu'elle va vivre sa vie communicationnelle pour finalement voir jusqu'où elle aboutit. En gros, ce sont les 3 temps de cette intervention. Donc, l'alerte, en fait, si on regarde un peu ce qui s'est écrit dessus au niveau scientifique, comme l'a dit Thierry juste avant, ça c'est beaucoup observé aux États-Unis et peu en France. On a très peu de chercheurs qui s'intéressent à la crise et à l'alerte en soi, ce qui nous donne une espèce de... On est bancal là-dessus, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le whistleblowing, qui est la notion américaine, mais qui n'est pas du tout l'équivalent, enfin on trouve mal l'équivalent en France. Donc c'est quand même en Amérique du Nord que les premiers champs de recherche se sont ouverts sur l'alerte et sur les lanceurs d'alerte. Tout d'abord, ils se sont ouverts sur les sciences de gestion. Donc on a regardé en ressources humaines, est-ce que par exemple prendre mieux en compte les lanceurs d'alerte autorise un climat social plus facile. On a regardé également au niveau du management, est-ce que écouter les lanceurs d'alerte, mettre en place un dispositif, à permettre une meilleure santé de l'entreprise, une plus grande solidité en finance, en comptabilité, en sociologie. En Europe, le sujet est resté relativement peu traité jusqu'à la fin des années 2000, à l'exception de quelques recherches pionnières et qui portaient essentiellement sur la sociologie. Donc, on n'a pas non plus du tout le même contexte d'énonciation d'un côté comme de l'autre, pas la même force sociale. Aux États-Unis, les whistleblowers ont parfois été portés dans des films, ont été nommés par exemple hommes ou femmes les plus importantes de l'année. En France, on n'en est pas encore là. Hein. Donc, on a effectivement quelque chose qui est complètement dichotomique d'un côté comme de l'autre. Concernant l'alerte, maintenant, on a quand même un certain nombre de définitions, et celle qui prévaut en France, enfin l'une de celles qui m'a semblé importante, est celle donnée par Scher en 2008, qui définit l'alerte comme une situation asymétrique donnant lieu à des définitions concurrentes et où chaque partie en présence tente d'imposer sa perspective. Et là, on retrouve bien un schéma communicationnel de définisseurs primaires où on essaye finalement d'avoir les bons mots sur la bonne situation. Ensuite, concernant
qui lance l'alerte, et on va regarder un petit peu plus précisément. On se rend compte que ce sont souvent des employés avec un profil qui est toujours... un profil qui est finalement toujours assez semblable, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui donne l'alerte, qui se trouve là au bon moment ou au mauvais moment, mais qui en tout cas va prendre cette responsabilité et la porter malgré des conséquences immédiates et que tout le monde connaît. Donc les conséquences immédiates de celui qui va lancer l'alerte, c'est déjà que d'un point de vue juridique, on a une acceptation culturelle qui n'est pas aboutie, une législation qui se renforce mais qui reste encore assez incomplète, et finalement, au niveau de l'entreprise, une double sanction, une sanction concernant la confiance, concernant le contrôle, concernant également les représailles souvent qui lui sont faites, et puis un problème de temporalité. Porter une alerte, ça veut dire souvent porter l'alerte en interne, puis envisager les médias, et puis parfois il y a des questions juridiques qui vont se poser, et les différentes temporalités qui sont très différentes les unes des autres, vont donc finalement introduire une spirale négative pour celui qui lance l'alerte. Donc l'alerte est une rupture de réalité, de routine et de confiance. Concernant les traits psychologiques donc, de l'émetteur, on se rend compte que généralement, tous vont choisir de porter l'alerte dans les médias et donc vont porter le rôle de l'initié de celui qui a trahi de l'intérieur. Donc, à partir de là, il va y avoir une espèce de décrochage entre, d'un côté, leur perception à l'interne et de l'autre côté, le rôle qu'ils vont s'attribuer. Ils vont agir, disent-ils, pour un intérêt supérieur, au nom de l'intérêt général et du bien commun, au nom du devoir et de la vérité. Ils font valoir... Donc ça, ce sont des études qui se sont portées sur le discours des alerteurs. La dimension désintéressée de leurs actions, l'aspect public, moral et éthique de leur dénonciation. Ils vont souvent finalement s'attribuer un rôle soit de martyr, soit de croisade solitaire, soit de héros, qui va ou pas être repris ensuite par le public une fois que l'alerte sera portée dans les médias. En tout cas, ils ont un rôle de vigie et de citoyens vertueux. Et moi, les propres recherches que j'ai faites, les propres entretiens que j'ai menés auprès des lanceurs d'alerte aujourd'hui confirment les tendances qui avaient été données par mes antécesseurs. Pour lancer l'alerte, le choix des médias est souvent le seul qui leur reste lorsque la voie interne s'est coupée. Et le temps de l'alerte correspond en fait à un temps de crise. La voie interne a été coupée, il reste donc la voie médiatique qui permet l'interpellation publique des premiers contactés, c'est-à-dire l'organisation, qui doit alors réagir, qui est mise devant le fait accompli, ou en tout cas devant le discours qui s'est porté. On a également le public qui, comme dans toute crise, va intervenir, va devenir juge, va devenir soutien. Et parmi toutes ces paroles qui vont se mobiliser à ce moment-là, on retrouve à peu près le même phénomène que lorsqu'on travaille sur la crise pure. On se rend compte que le journaliste joue un rôle très important. Il est perçu comme un agent de dévoilement. La logique de l'alerte, c'est de passer de problèmes internes, d'actes internes à problèmes publics. Et c'est ce en fait, qui est visé, c'est l'objectif pour les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte vont rechercher le relais à l'opinion publique. Donc le public, dans ces cas-là, va constituer une pression normative conséquente. Et c'est l'appréhension de la sympathie du public. On travaille vraiment sur du pathos qui va faire que on va pouvoir infléchir des décisions politiques, on va pouvoir infléchir des décisions internes. Les lanceurs d'alerte cherchent également la rupture, qui bousculera suffisamment l'organisation pour que les alertes soient prises au sérieux. Et pour avoir accès aux médias, on va donc chercher le scoop. On va essayer d'adopter le statut de définisseur primaire. Et donc, si l'alerte passe, alors elle est qualifiée de nouveauté. On est sur quelque chose de spectaculaire, d'événementiel. Et l'alerte a de bonnes chances de provoquer la rupture de réalité qui a été voulue par le lanceur. Donc, il s'agit de transformer une alerte, un acte interne, en problème public. Et finalement, quand on travaille sur l'alerte et les lanceurs d'alerte, on se rend compte qu'on a un continuum entre l'alerte dite reconfinée jusqu'à une crise politique qui va donc s'ouvrir.
à ce moment-là, le passage aux médias on est contemporain à l'accès à ces médias-là. Mais il faut savoir que cet accès aux médias n'est pas acquis du tout d'emblée pour 3 raisons, 3 forces qui interagissent et qui peuvent, pour chacune d'entre elles, prises séparément ou de façon combinée, en fait, faire que l'alerte va être stoppée net. La première, c'est que le journaliste a un double statut de récepteur et de grand émetteur et peut stopper l'alerte. La deuxième, c'est ce passage au public. Est-ce qu'elle va rencontrer ou pas la sympathie du public? Et la troisième, c'est est-ce qu'elle va être bien décodée? Donc, le lanceur d'alerte va venir en contre. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour que l'alerte passe dans l'espace public, que toutes ces contre la norme, contre la routine, contre le wrongdoing, il va falloir que donc ces contres soient admis et qu'une nouvelle parole, une nouvelle acceptation, une nouvelle appropriation des choses passe d'une sphère privée presque à une sphère publique. Le statut accordé à la parole du lanceur d'alerte, sa crédibilité et la légitimité de son propos peuvent porter toute la controverse à venir, et le journaliste, qui lui ne connaît pas forcément le lanceur d'alerte, peut stopper à tout moment parce qu'il juge la source non crédible. On remarque aussi, quand on regarde par rapport au journaliste, en fait, qu'il va avoir une capacité à diffuser des nouvelles informations, et en fait, l'alerte va réussir si le lanceur d'alerte a cette capacité à dégager les points aveugles des dispositifs d'expertise qui sont devenus donc depuis routinisés. Le journaliste fonctionne également sur une logique d'événement, de médiatisation face à un contexte, et va se retrouver face à une production d'éléments officiels et une production d'éléments officieux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que si l'alerte n'est pas, en termes de mots, en termes d'images, en termes de son même, équipée du même langage que le journaliste, alors généralement, elle ne passe pas. Donc, on cherche à avoir, le lanceur d'alerte et le journaliste s'appuient sur des preuves tangibles, un fait relevé, et la logique de communication, de crise et de gestion de parole va ici jouer de tout son poids. Donc, on va voir que le journaliste va être de chercher, de poser la question du contrôle, de se poser une série de 3 questionnements assez simples finalement, souvent, quand on regarde un petit peu ce que deviennent les alertes dans la presse. Il va chercher ceux qui ont commis les actes incriminés, qui vont peut-être ou pas devenir les fautifs. Il va chercher quel est le profil des accusateurs, est-il crédible, ne l'est-il pas? Et enfin, il va chercher qui aurait dû le surveiller, qui aurait dû empêcher ça. Et c'est généralement sur ces 3 thématiques-là que l'on va retrouver ensuite les controverses à venir. Enfin, ce qu'on remarque, c'est que l'alerte et le lanceur d'alerte, s'il est vécu comme expert, c'est-à-dire s'il est capable de toujours être là pour donner le bon mot et la bonne définition à ce qui est en train de se passer, généralement, il reste le définisseur primaire. Concernant l'alerte, sa chance de diffusion doit également tenir compte du contexte et de l'air du temps. Et généralement, l'alerte s'inscrit en faux par rapport à une parole officielle ambiante, et notamment par rapport à la norme et par rapport souvent à ce que dit l'État. Et pour finir, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. C'est bon? Ah, mais je pourrais même développer plus de choses. Bon, eh bien très bien. Je vais du coup développer ce que je comptais... le rôle de la société civile qui après sera un peu développé. Donc, une fois passé dans les médias, en fait, c'est là que va se jouer la deuxième vie de l'alerte au sein d'une controverse ou pas auprès de la sphère publique, c'est-à-dire de la société souvent civile. Ici, on a des notions de risque et d'insécurité qui sont fondamentales pour comprendre sur quelle base théorique s'appuie la réception des alertes. En effet, l'alerte est souvent associée à des risques soit sociaux, soit financiers, soit de santé, soit d'environnement, naturel en tout cas. Et une fois diffusée par les médias, l'alerte prend dans la majorité des cas la dimension de problème public et rejoint ainsi la catégorisation des risques potentiels qui déclenchent l'entrée de nouveaux acteurs en jeu, des experts, des décisionnaires, des profanes, etc.
La sélection et la catégorisation de ces risques s'expliquent de 3 façons différentes, soit comme le résultat d'arbitrage opéré par les autorités publiques, soit comme le statut de confrontation entre la société civile et les autorités publiques, soit comme le résultat de la manière dont de multiples acteurs définissent et construisent les problèmes. Et je dois dire que moi, au travers de toutes les recherches que j'ai pu faire jusqu'à présent concernant la santé environnementale ou les crises environnementales en général, je me rends compte que c'est la deuxième option qui prévaut, enfin celle qui me paraît la plus pertinente par rapport au terrain. Donc il y a un rapport de force de plus en plus important entre la société civile et ses représentants, et ceci permet l'émergence de problématiques d'ordre public, et aussi, surtout, cela les inscrit dans l'agenda politique médiatique. Cela engage également une procédure de mise en risque. Donc, je rajouterai également que de plus en plus d'acteurs de la société civile interviennent dans les procédures, ils croisent, ils collectent les données, ils sollicitent également eux-mêmes des expertises. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'alerte passe dans la sphère publique et qu'elle devient controverse, les émetteurs se multiplient et finalement, d'une thématique, on en a souvent plusieurs, des micro-thématiques, et qui sont liées les unes aux autres. Nous rajoutons qu'ils se sont aujourd'hui, toute cette société civile, de plus en plus constituée en collectifs de protection, notamment le réseau Santé Environnement, par exemple, en France, et ces collectifs sont en général fortement médiatisés. Donc c'est un état de fait essentiellement rencontré en situation d'incertitude, et surtout c'est un état de fait qui se rencontre parce qu'aujourd'hui on atteint vraiment souvent les limites des savoirs scientifiques. Donc à partir de là, n'importe quel argument, qui peut être un argument du bon sens, porte. Regardez par exemple concernant le cas des nanotechnologies, regardez concernant le cas des boues rouges, etc. On est exactement dans ce genre de contexte. Donc on sort de l'espace gestionnaire, délimité par la procédure, et on entre dans un univers de controverses, de débats publics et de forums qui sont de plus en plus hybrides. Les citoyens sont de mieux en mieux informés, de plus en plus organisés, de plus en plus aptes à s'exprimer via les réseaux sociaux. Ils sont également aussi de plus en plus demandeurs de ça à l'entreprise. Giddens, en 1990, a souligné ainsi l'existence d'un décalage croissant entre le monde, d'un côté le monde vécu familier, et les sous-systèmes institutionnels qui sont du coup de plus en plus décrédibilisés. Donc il me semble que du coup, aujourd'hui, l'une des questions pour vous, c'est comment faire avec cet état de fait, comment gérer ça avant, et pas une fois que la crise est faite. Ceci dit, la question se pose aussi. La société civile est de plus en plus active, et la parole du profane aujourd'hui peut avoir autant d'importance que la parole de l'expert. Donc, du coup, se repose complètement une question qui s'était posée il y a bien longtemps en communication, qui est celle du leader d'opinion, qui avait été développé, vous voyez, dans les années 50. Et les phénomènes de montée en généralité posés par les médias et repris dans la société civile sont alors de plus en plus fondamentaux. Si l'alerte permet la controverse, alors celle-ci va devenir un lieu de productivité sociale. Et elle ouvre la voie à la mise en politique, et surtout elle enclenche un processus d'expérimentation qui va être à la fois politique, à la fois scientifique, mais aussi profane et de l'ordre en quelque sorte de l'émotionnel. Et enfin, donc, si l'alerte devient controverse, alors on se rend compte que la controverse devient elle-même un processus d'apprentissage qui va de nouveau permettre la stabilisation des enjeux et imposer pour quelque temps un nouveau régime de dénonciation de l'intérêt général. Donc en conclusion, je voulais souligner donc les champs fertiles de la recherche qui s'ouvre, qui a besoin de compétences transversales et qui a surtout besoin de terrain. Donc là, j'en profite pour faire un appel. La recherche en général sur ce genre de thématique est très longue parce qu'on doit en permanence aller interroger, faire de l'analyse de contenu sur la presse, avant, après, etc. Croiser des corpus, ça demande beaucoup de temps, mais on a surtout besoin de témoignages et surtout besoin d'avoir cette phase amont que l'on n'a pas. On a surtout tendance à se focaliser comme chercheur une fois que c'est publié. Donc voilà, si vous avez des choses parmi vos entreprises, en tout cas moi, ça m'intéresse. Merci. Quand on a échangé avec Céline et qu'elle m'a communiqué ses papiers de recherche, ses réflexions,
Je me suis posé la question de savoir de façon très pragmatique et au quotidien, qu'est-ce que ça signifiait pour nous, hommes de communication dans les entreprises ou dans toute organisation, qu'elle soit publique ou privée. Je vais pas revenir sur le fait que ça a été dit qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus complexifié, qu'il y a une perte de confiance, une perte de croyance, voire moi-même ce que j'appelle une perte de loyauté dans les institutions, quelles qu'elles soient. Qu'on a des risques qui sont de plus en plus croissants. Alors est-ce qu'ils sont de plus en plus croissants ou est-ce qu'ils sont de plus en plus visibles? Je ne sais pas, mais en tout cas ils sont de plus en plus perçus. Et tout ça généré face à un certain nombre de composantes sociologiques qu'on perçoit aussi bien en interne dans nos organisations qu'en externe, qui est le fameux principe de précaution, la résistance à l'innovation subie, celle qu'on n'aime pas, celle qui vient nous perturber, et puis cette méfiance face au développement économique absolu qui entraîne une réaction parfois non rationnelle sur je subis un certain nombre de choses. Donc bon, cet environnement, je n'y reviendrai pas, il a été présenté et puis on le connaît. Ce que je voulais simplement dire de point de vue très pragmatique en entreprise, c'est que face à ça, moi j'essaye toujours, avec les interlocuteurs internes mais également externes, de poser le vrai enjeu. Et le vrai enjeu, en amont même, très très au début, pour nous, est de gérer ou de percevoir et de mieux comprendre le passage de l'expression d'un risque, un risque qui, en général, on parle de politique de risque, donc on parle de rationalité et donc d'argumentation, en fait à la perception d'une menace et où on est dans le registre de l'émotionnel. Et là, on est dans des interrogations, dans des questionnements en interne et en externe qui sont de registres totalement différents. Je pourrais vous donner des exemples juste après, j'y reviendrai. On est toujours dans les deux registres, dans une concurrence des différentes parties prenantes qui peuvent prendre des positions, mais on n'est pas du tout dans le même registre lexical ou les mêmes registres sémantiques. Et donc ça nécessite des approches ou des postures de communication qui peuvent être fondamentalement différentes. Il est clair que, comme l'a très bien dit Thierry, notre métier est d'être au maximum dans l'anticipation et de ne pas gérer des crises, mais de les absorber, de les intégrer et d'essayer au maximum de les anticiper. Je dirais aujourd'hui, plus que ça, notre métier, il est de gérer la différence des perceptions de nos environnements, qu'ils soient de risque ou de menace, donc nos environnements rationnels ou nos environnements émotionnels. D'où la nécessité d'être dans une phase d'écoute, j'y reviendrai. Face à ça, moi je vais être assez bref pour respecter le planning, et puis on est surtout là pour écouter Céline. Il y a trois éléments sur lesquels je m'arrête à chaque fois qu'on est face à une situation, soit de lanceur d'alerte, soit de situation de signaux faibles. La première, c'est qu'on a une tendance assez classique d'être dans la protection de l'image, la protection de l'entreprise, c'est la mission qui est la nôtre. C'est une attitude qui est un peu ce que j'appellerais l'ère du 1.0. On est dans une posture péremptoire, on est dans de la rationalité pure, dans de la justification. Christophe l'a expliqué tout à l'heure sur des accidents et des crises, sauf qu'en fait c'est un échec total aujourd'hui, puisque dans la majorité du temps, on n'est pas du tout dans le même registre relationnel que les gens que l'on a en face de soi, que ce soit en lanceur d'alerte ou en gestion de crise. Le deuxième niveau, qui est quelque chose qui émerge quand même de plus en plus, c'est cette fameuse capacité que nous avons, que nous mettons en place, en amont comme en aval des situations un peu tendues, c'est la gestion des parties prenantes. Alors on s'immisce dans le dialogue, on est dans la posture d'écoute, mais en fait on est toujours dans « ok, j'accepte le risque, j'accepte que les gens puissent émettre un risque, par contre mon objectif c'est d'éliminer la perception d'une menace ». Et donc on rejette quand même le côté émotionnel de la gestion sur laquelle on est. Et on est dans une approche purement rationnelle, scientifique, ingénieur, en tout cas d'une posture contre une autre. D'ailleurs, j'ai quelques doutes parfois sur ce qu'on peut rappeler le dialogue dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on est plutôt dans des monologues parallèles que des vrais dialogues, mais ça c'est un autre sujet, je crois que ça sera abordé tout à l'heure. En revanche, je pense que dans cette phase d'hyper-médiatisation sur laquelle on est, et c'est ce qu'on disait, on a aujourd'hui des lanceurs d'alerte et de la société civile qui est très très fine en termes de communication. Il y a une possibilité, une attitude à avoir qui est intéressante, qui est compliquée, qui nécessite une approche différente dans nos organisations, dans nos managements, mais également en communication externe, qui est une approche qui est de pouvoir utiliser cette hyper-communication, non plus pour être en défense, mais en proactif, et utiliser ces lanceurs d'alerte comme autant de signaux faibles
qui peuvent nous servir en fait à intégrer dans une approche très bottom-up en fait les menaces, les éléments qui sont développés pour construire en fait une solution qui va être acceptable par tous. Et on en revient à la notion d'intérêt général que je préfère définir comme étant la notion du bien commun. Et c'est très intéressant aujourd'hui, et ça je fais un pendant, et c'est ma double casquette avec le marketing, de voir qu'aujourd'hui, toute cette logique très bottom-up, très innovation ouverte, open innovation, ce qu'on appelle les Fab Labs, etc., de se dire que demain, en fait, la co-création sera plus riche que simplement la création subie. Je pense que dans les systèmes de lanceurs d'alerte, on est aussi dans une logique où on doit un peu plus ouvrir en interne l'ensemble des capteurs possibles pour pouvoir anticiper et à ce moment-là, construire les solutions qui permettent de faire évoluer l'intérêt général ou le bien commun. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques instants. 2 exemples que je peux donner par rapport à ça. C'est typiquement ce que nous, on a rencontré dans des oppositions sur des grands projets par rapport à des enjeux environnementaux. Eh bien, en y travaillant en amont et en intégrant un certain nombre de parties prenantes dans l'expression de leur émotion, j'ai envie de dire, de la perception de la menace potentielle, non pas du risque réel, puisqu'il n'y a pas de compréhension possible et interprétation dans l'élément scientifique, mais de la menace, on peut aller travailler à la racine de ce qui va permettre de rassurer et de recréer de la confiance sur le terrain, parfois même avec un tiers possible. En interne, c'est aussi la capacité à accepter la remontée opérationnelle et tout particulièrement les remontées clients, j'étais dans cette approche-là, ou dans les satisfactions qui permettent de pouvoir mieux opérer demain une relation de confiance avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà ce que je voulais dire en complément. Merci.